Hier, on était plus de 600 à Grenoble, il y en a 200 qui ne voyaient rien mais qui écoutaient. La semaine dernière, on était 600 à Brive, 150 à Bayeux, qui n'est quand même pas une très grande ville, 200 à Clermont-Ferrand, partout. L'autre jour à Strasbourg, il y en avait 110 qui étaient debout contre les murs, qui n'avaient pas pu trouver de place pour s'asseoir. Et si on est si nombreux, c'est, je pense, qu'on sent tous qu'on est à un moment crucial, qu'on est vraiment un moment grave de l'histoire de notre pays, et que ça peut mal tourner, mal finir. Si on ne reprend pas nos responsabilités pleinement, si on ne reprend pas les choses en main, ça peut très très mal finir. Le jour après, il y a une jeune femme qui disait « ça sent mauvais ». Ça sent comme dans les années 30, on a l'impression que le pays peut s'enflammer n'importe comment ou exploser. Donc je pense que si on est si nombreux et dans une grande diversité d'âge, de parcours politique ou associatif ou d'aucun parcours, pour beaucoup c'est la première fois qu'ils vont à un débat politique ou c'est la première fois qu'ils s'engagent, c'est qu'on sent qu'on est dans un moment très grave et que ceux qui nous dirigent, visiblement, ne le comprennent pas. Moi, tous les mois, je suis scotché quand je vois le ministre du Travail qui fait un communiqué pour expliquer que le chômage a augmenté de 0,2%. On voit bien qu'il s'en fout, qu'il fait son communiqué pour dire que le chômage a augmenté de 0,2% et qu'il va dîner dans un bon restaurant avec des amis. Et ce n'est pas la peine de faire bouger la société si le problème c'est 0,2%. Honnêtement, on s'en fiche tous, ça ne nous empêche pas de dormir si un problème qui représente une augmentation de 0,2%. Or, pour nous, si on est là tous ce soir, à la tribune comme dans la salle, c'est que le chômage, ce n'est pas 0,2. C'est 6 millions d'hommes et de femmes qui sont au chômage. Plus de 6 millions d'inscrits à Pôle emploi. Des millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Il y a une étude de l'INSEE qui est sortie il y a un mois qui m'a bouleversé. L'INSEE dit que chaque année, il y en a 14 000 personnes qui meurent du chômage. 14 000 morts, c'est l'INSEE qui le dit. Des gens qui ne se soignent plus, des gens qui dépriment, des gens qui boivent un coup en trop pour se remonter le moral et tous les soirs on boit un coup en trop et ça finit mal. 14 000 personnes qui meurent à cause du chômage et de la précarité. Ça, c'est pour les anciens salariés, mais c'est aussi toutes les semaines qu'il y a des paysans qui se flinguent, qu'il y a des patrons de PME qui se flinguent parce qu'ils n'en peuvent plus. Le jour à Lille, je voyais un patron de PME qui est venu me voir discrètement et qui m'a dit que ça fait 3 mois qu'il ne se payait plus son salaire. Il a 5 salariés, il dit si je me paye mon salaire, je peux aller à la boîte. Et donc je préfère garder les salariés. Voilà. Mais donc, on donne l'image des grands patrons. Vous savez, je ne sais plus quel grand patron, le jour a provoqué un scandale. Juste en cadeau de bienvenue, il s'est versé 4 millions. Il arrive dans l'entreprise, il n'a encore rien fait, mais il a 4 millions de bonus. Mais tous les patrons ne sont pas comme ça. Il y a des patrons qui n'arrivent plus à se payer leur salaire, qui finalement décident de se supprimer. Donc je pense que si on est là tous ce soir, c'est qu'on sent tous que c'est vraiment très très grave et qu'on commence à avoir des doutes. Est-ce que ceux pour qui on a voté depuis 40 ans, on leur faisait confiance par modestie, par fatigue, par paresse, on se disait on vote pour eux, ils ont fait tous des grandes études, ils vont régler les problèmes. Et on se rend compte aujourd'hui qu'ils ne règlent aucun problème, que tous ceux qui sont au pouvoir depuis 40 ans ne règlent aucun problème. Et on se demande franchement si on a les mêmes valeurs qu'eux. Depuis le 11 janvier, Manuel Valls passe son temps à parler de République. La République, maintenant, tout est pour la République. Voter la loi Macron, c'est pour la République. Tout est pour la République. Voilà. Mais est-ce qu'on a la même vision de la République que Manuel Valls? Franchement, j'ai des doutes. La liberté, l'égalité, la fraternité, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui concrètement? Jean Jaurès expliquait que la République sera sociale ou ne sera pas. La République sera sociale ou ne sera pas. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de parler de liberté quand il y a 6 millions de chômeurs et des millions de pauvres? Un jour, j'étais à Hénin-Beaumont pour faire un débat. Quand on va à Hénin-Beaumont, nous, on n'amène pas les caméras et les radios, on est là pour rencontrer des citoyens qui ont voté pour l'OFN parce qu'ils en ont gros sur la patate. On ne va pas les stigmatiser, on veut leur montrer qu'il y a d'autres solutions. Et après le débat à Hénin-Beaumont, on a dîné avec une vingtaine de personnes et je me souviens de la femme qui est à côté de moi. Et à la fin de la soirée, j'ai compris qu'elle vivait avec 470 € par mois. 470 € par mois. Et qu'on lui avait coupé l'eau. Elle n'a pas osé me le dire, mais je sais quelqu'un d'autre qui m'a dit, tu sais, elle n'a même plus l'eau chez elle. Qu'est-ce que ça veut dire, vous tous, vous comme moi, quand en hiver, quand on rentre chez soi, on se lave les mains, on se prend une douche bien chaude, on dit aux enfants de se réchauffer. Qu'est-ce que ça veut dire quelle est la liberté? Quelle est la liberté d'une femme qui vit avec 470 € par mois et qui a peur à chaque fois que quelqu'un m'a raconté comment à chaque fois que quelqu'un sonne, elle a trouvé que je serai un huissier. Je pense qu'il y en a dans la salle qui vivent avec 470 € par mois. On aurait pu leur donner la parole. Donc qu'est-ce que ça veut dire de parler de liberté quand on accepte un tel niveau d'injustice? Qu'est-ce que ça veut dire parler d'égalité? Toutes les études montrent que les 1% les plus riches ne savent plus quoi faire de leur argent. Le bureau de Nouvelle-Donne est à Paris, dans le quartier de la Bastille, rue de la Roquette, et presque tous les soirs, quand j'arrive rue de la Roquette, je ne sais pas comment c'est à Bordeaux, mais à Paris, ça devient insupportable, la pauvreté. Des jeunes et des vieux qui attendent des poubelles du Monoprix. Vraiment, avant-hier, il y avait 3 jours, ils étaient 5 plongés dans les poubelles du Monoprix pour trouver de la nourriture. Et dans le même quartier, il y a 2 ans, par hasard, par un copain, j'avais vu la feuille de salaire d'un banquier qui travaille chez Barclays et qui gagne 200 000 € par mois. 200 000 € par mois.
Ça nous a fait bizarre, ma femme et moi. Moi, je gagne un peu plus de 2000 par mois. Je suis élu à la région, ma femme est prof, elle gagne un peu mieux. Mais comment se fait-il que dans le même quartier, ils ont la même dignité? Il y en a qui attendent les poubelles du Monoprix tous les soirs pour trouver de la nourriture, et il y en a qui gagnent 200 000 par mois. Est-ce que ça a du sens d'accepter ça d'un gouvernement socialiste qui parle de liberté, d'égalité, de fraternité, mais qui accepte un tel niveau d'injustice et d'inégalité dans l'accès à la culture, dans l'accès au transport? Hier à Grenoble, on nous expliquait qu'il y en a qui viennent il y a des jeunes en 4e ou 3e qui ne peuvent pas, parce que les transports sont trop chers, donc quand ils ne peuvent pas faire d'apprentissage sur Grenoble, et donc ils renoncent à faire une formation professionnelle juste parce que les transports sont trop chers. Est-ce que c'est normal? En 2015, il y a encore des jeunes qui n'ont plus accès à la formation parce que les transports sont trop chers. On s'habitue à un niveau d'inégalité. Moi, j'ai mes fils qui étaient en CM2 l'an dernier. On voit déjà des gosses en CM2 qui sont en situation d'échec, qui vont traîner ça toute leur vie. Jamais, ça caricaturé, sans noircir le tableau, il n'y a jamais autant d'inégalité dans l'accès à la culture, dans l'accès au savoir. Et qu'est-ce que ça veut dire de parler de fraternité? Aujourd'hui, en fait, quand on voit le mépris d'une partie de nos élites, je n'ai pas envie de juger les personnes, mais collectivement, est-ce qu'ils croient encore à la fraternité? J'aimerais voir François Rebsamen devant moi, le ministre du Travail, lui dire: mais si c'était ton frère, si c'était ta sœur qui galérait, qui était tombée au RSA, si c'était ta sœur qui vivait avec 470 € par mois, est-ce que tu pourrais benoîtement nous expliquer que le chômage a augmenté de 0,2% et ne rien faire tous les mois, c'était de gérer un effondrement progressif? Je rappelle quand même les chiffres, tous les mois il y a 30 000 chômeurs de plus et 40 000 personnes ou 50 000 qui ne sont plus comptées comme chômeurs parce qu'elles sont tombées dans la pauvreté. Donc si c'était ton frère, si c'était ta sœur, si tu crois un tout petit peu à la fraternité, est-ce que tu continuerais à gérer ça comme si tu t'en foutais? On a l'impression que c'est comme un cadre de chez Coca-Cola qui gère sa carrière chez Coca-Cola, lui il gère sa carrière au PS, on a l'impression qu'il a complètement oublié ça. Et je pense que si on est là ce soir, c'est pour nous tous, je ne connais pas tous, évidemment, mais je pense que pour nous tous, la fraternité, c'est pour de vrai. La fraternité, c'est quelque chose qui nous empêche de dormir quand on voit effectivement un gosse en situation d'échec scolaire, quand on voit quelqu'un qui sent mauvais dans la rue, qui n'a pas de quoi se laver, quand on voit quelqu'un un paysan d'Afrique qui va traverser la Méditerranée parce qu'il n'arrive plus à vivre en Afrique et qu'il a une chance sur deux de mourir en traversant la Méditerranée ou de vivre dans des conditions assez insupportables dans les camps de regroupement. Donc je crois que la fraternité, on n'a pas à choisir dans les 3 éléments de la devise républicaine, mais la fraternité, c'est sans doute ce qui nous pousse, qui nous met en mouvement, et qui fait aussi que pour nous, il n'y a personne d'irrécupérable. Quand on va à un moment, quand on va à tous, ce sont effectivement des frères et des sœurs à qui on peut parler, ils ont tous une intelligence et une conscience. Donc pour nous, tout le monde est capable de comprendre. Et quand on va avec Nouvelle Donne, quand on explique, ce soir on parlait surtout départemental, mais quand on explique la courbe de la croissance, on pense que tout le monde peut comprendre le principe de fraternité, c'est qu'on se sent tous co-responsables et qu'on pense que tout le monde peut comprendre la crise économique et que tout le monde peut être acteur du changement. Donc oui, je crois que nous n'avons pas les mêmes valeurs, honnêtement, je crois que c'est triste à dire, j'étais longtemps au PS, mais je crois que nous n'avons pas la même vision de la République et qu'il est fondamental, si on veut aller vers un effondrement, que nous tous, qui partageons une vision assez haute de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, qu'on se retrousse les manches et qu'on se dise que ça vaut le coup d'y mettre du temps, ça vaut le coup d'y mettre de l'intelligence, sinon ça peut très mal finir. On parlait des prochaines élections, du risque d'abstention, mais j'ai l'impression parfois que tout est fait pour que les gens s'abstiennent. Tout est fait. Je voyais la semaine dernière François Hollande dans la une de Challenge qui expliquait de toute façon, je ne changerai pas de politique. Ça, c'est vraiment une façon de mobiliser les gens. On vous dit, en gros, vote comme tu veux, je m'en fiche, je vote, je ne changerai rien du tout. C'est quand même incroyable. Donc, d'un côté, on a François Hollande qui dit, vote comme tu veux, je ne changerai pas d'un gramme ma politique. À aucun moment on se remet en cause. Jamais. Ils ont pris une énorme baffe au municipal, c'est pas grave, on continue. Là, ils vont se prendre une baffe au départemental. Ils nous disent tout de suite qu'ils ne vont pas changer de politique. Et de l'autre côté, Manuel Valls, comme tu l'as dit, qui hystérise le débat et qui parle du Front National comme si le Front National était au cœur de la politique. Oui, on a du mal à comprendre comment ils s'enferment et comment ils vont. On ne changera pas de politique, on va droit dans le mur. Je regarde rarement la télévision, mais comme je suis en meeting tous les soirs en ce moment, je me réveille souvent à l'hôtel ou chez des amis. Et le matin, pour me réveiller, je mets la télévision. Et je dis l'année, c'était assez pénible. Je suis tombé sur Stéphane Le Foll. Je ne sais pas si vous avez vu Stéphane Le Foll chez porte-parole du gouvernement chez Bourdin. C'était incroyable. Il expliquait, il répétait en boucle, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'alternative. Le président de la République a raison de dire qu'on continuera, il n'y a pas d'alternative. Et il expliquait dans tous les domaines avec un culot incroyable. Par exemple, il expliquait sur les retraites que c'était normal de vouloir travailler plus longtemps. Il avait même le culot de convoquer le Conseil national de la résistance et d'expliquer que le CNR avait créé les retraites en les mettant à 65 ans et que donc c'était normal de travailler plus longtemps. C'est quand même incroyable, pour être poli comme il y a des enfants dans la salle, c'est quand même incroyable d'avoir ce type d'argument. Parce que quand le Conseil national de la résistance a créé les retraites en les mettant à 65 ans, c'était un énorme progrès social.
d'un pays ruiné par la guerre, d'un pays dévasté, avoir le culot de se dire on va trouver de quoi financer des retraites à taux plein, à 65 ans pour tout le monde, y compris les paysans, y compris les ouvriers, y compris les artisans, que tout le monde va pouvoir profiter des retraites à taux plein à 65 ans. À l'époque, c'était un truc inimaginable, c'était super courageux, super audacieux, et ils y sont arrivés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire aux gens qu'il faudra travailler plus longtemps, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? À Nouvelle-Donne, on n'aime pas les querelles théologiques ou les combats idéologiques, alors c'est pas la peine, on aime regarder les choses concrètement. Sur la question des retraites, aujourd'hui, les gens partent en retraite en France à 62 ans. 62 ans, ça semble là en moyenne que les gens commencent vraiment à partir pour de frais en retraite. À cet âge-là, d'après l'INSEE, j'ai regardé les chiffres justement après avoir entendu Stéphane Le Foll, il n'y a plus que 19% des gens qui ont un boulot. C'est le chiffre de l'INSEE, soit il n'y a plus que 19% des gens qui sont actifs, occupés. Donc, dire aux gens qu'il faudra travailler plus longtemps, ça paraît du bon sens. Effectivement, l'espérance de vie augmente, ça paraît du bon sens. Le seul petit problème, le seul détail, c'est qu'il n'y a que 19% des gens qui pourront effectivement travailler plus longtemps. Les autres, 80%, sont déjà au chômage, au RMI, RSA. Donc, leur demander de travailler plus longtemps, c'est juste impossible. Ils ne peuvent pas, ils ont été mis dehors, ils ont été mis au chômage, au RSA. Donc, pour 80% des gens, cette idée de bon sens qu'il faut travailler plus longtemps, quand on va leur demander de travailler un an de plus, en fait, il va leur manquer 4 trimestres. Et s'il leur manque 4 trimestres, ils auront moins 10% ad vitam aeternam sur leur retraite. Et l'autre jour, une jeune retraitée me disait qu'au-delà des chiffres, parce qu'on s'en fout tous les chiffres, moins 10%, moins 5%, le PIB, honnêtement, il n'y a aucun de nous que ça excite de parler de pourcentage. Mais une jeune retraitée me disait qu'au-delà, c'est la vie de millions de gens qui va être foutue en l'air. Elle me disait, autrefois, entre 60 et 65 ans, c'était les plus belles années de la vie. On est en forme, le corps va bien, on peut profiter du temps libre, on fait ce qu'on veut. Et c'est ce qui était les plus belles années de la vie, ça va devenir les années de plus grande galère, parce que les gens devront soit partir avec une retraite amputée de moins 10% pour le restant de leur vie, ils choisiront de déboucler leur retraite, et pour toujours, tout ce qui leur reste à vivre, ils vont partir avec moins 10%, ou alors ils pourront, pour avoir une retraite à taux plein, attendre 67 ans, mais ça veut dire qu'ils vont rester au RSA et à galérer jusqu'à 67 ans. Donc ce qui étaient les plus belles années de la vie va devenir des années de galère, au lieu d'avoir du temps pour vivre et les moyens de vivre, de faire ce qu'on veut, soit pour perso, soit pour la collectivité, soit les deux, ça va devenir des années de galère. Donc quand Stéphane Le Foll dit qu'il n'y a pas d'alternative, c'est faux. C'est faux. Au total, on ne va pas développer ici toutes les propositions de Nouvelle-Donne au niveau national, mais on fait 20 propositions. Il n'y a pas de baguette magique contre le chômage, mais si vous allez sur le site de Nouvelle-Donne, vous voyez les 20 propositions, et au total, avec ces 20 propositions, on peut créer plus de 2 millions d'emplois. Vraiment, je mets mes deux mains à couper, pour de vrai. On peut créer plus de 2 millions d'emplois en 3 ou 4 ans. Et si on crée 2 millions d'emplois, ça veut dire qu'il y a 2 millions de personnes qui vont retrouver un boulot, qui vont retrouver un salaire et qui vont cotiser pour les caisses de sécurité et les caisses de maladie. Donc au lieu d'accepter une baisse de moins 10% petit à petit de tous les retraites, si on a une vraie volonté de lutter contre le chômage, on peut créer 2 millions d'emplois, même sans croissance. On ne dit pas qu'on va créer 5 millions d'emplois, on ne dit pas qu'il n'y aura plus du tout de chômage. Et si on crée 2 millions d'emplois, les caisses de retraite sont en équilibre ou même un peu en accident. Une autre façon de montrer que Stéphane Le Foll se moque du monde, c'est de regarder le rapport qui a été fait à la demande de Sarkozy sur l'évolution du partage des salaires en France depuis 40 ans. La part des salaires a baissé, ce qui va aux salaires et aux cotisations, a baissé de 11% du PIB en 30 ans. Alors sans doute c'était trop fort en 82-83. Sans doute il y avait un problème de rentabilité, certains secteurs ne pouvaient plus investir parce que ce qui allait au salaire était sans doute trop important en 82. Mais 11% de perte, c'est colossal. Ça veut dire aujourd'hui qu'il y a 200 milliards qui vont vers les dividendes, alors qu'il serait allé vers les salariés et vers les caisses de sécu si on avait gardé l'équilibre il y a 30 ans. Donc je ne vous dis pas, on n'est pas au NPA, je ne vais pas vous dire qu'on peut remonter de 11 points la part des salaires et des cotisations, mais à coup sûr on peut la remonter de 6 ou 7 points, et s'il y avait 120 milliards ou 140 milliards de plus pour les salaires et les cotisations, on n'aurait aucun problème pour financer la sécu et les caisses de retraite. Donc c'est un scandale de voir un ministre socialiste vous expliquer qu'il n'y a pas d'autre solution que de baisser les retraites pour des millions de gens. C'est aussi un scandale quand il explique en matière agricole, je ne sais pas s'il y a ici des paysans, il se trouve que moi j'ai fait l'agro, j'ai failli quand j'étais étudiant, j'ai hésité à reprendre une exploitation, j'étais vraiment passionné. Voir le gouvernement qui la semaine dernière décide de couper de moins 25% les aides pour l'agriculture biologique, alors que ça fait des années que Stéphane Le Foll nous expliquait qu'il était pour ce modèle, c'est se foutre du monde. On est dans une crise agricole majeure. Je ne sais pas si ça se sent en Gironde, mais j'étais en Bretagne la semaine dernière, il y a un désarroi terrible. Le prix du lait s'effondre, moins 30% sur le prix du lait. Le prix du porc s'effondre, il y a des gens qui ne savent plus quoi faire, ils sont surendettés. Alors il faut les aider à changer de modèle agricole, mais à court terme, il faut les aider. Et or il n'y a aucune fatalité là non plus. Pendant 30 ans, l'Europe était un espace de régulation qui permettait aux paysans de vivre très bien.
Justement, le secteur du lait, moi je suis des Pyrénées, il y a pendant 30 ans, qu'on soit en zone de montagne ou en zone de plaine, les paysans savaient que le lait, ça valait le coup de faire du lait. Parce qu'il y avait ce qu'on appelait les quotas laitiers, c'est-à-dire un système de régulation au niveau européen. On évitait de faire de la surproduction, parce que s'il y a une surproduction, les prix s'effondrent. Et si chacun produit encore plus parce que les prix s'effondrent, les prix vont s'effondrer encore plus. Donc s'il y a bien un secteur où le libéralisme, ça ne marche pas, c'est l'agriculture. Il faut réguler. On le sait depuis 4000 ans qu'il y a besoin de réguler. Quand il y a des années de vaches grasses en stock, quand il y a des années de vaches maigres, c'est le rôle de la puissance publique. J'ai oublié mes cours de catéchisme, mais je crois que c'est Joseph, déjà à l'époque des pharaons, qui avait dit qu'il y avait des années de vaches grasses et des années de vaches maigres, et c'était le rôle de la puissance publique. Non, mais c'était déjà à l'époque des Égyptiens, ils avaient compris ça. Et Stéphane Le Foll fait semblant de ne pas le comprendre. Mais je reviens à l'Europe, pendant 30 ans, l'Europe est un espace de régulation et les paysans pouvaient vivre de leur travail. Le but d'un paysan n'est pas d'avoir une subvention de Bruxelles. Le but d'un paysan n'est pas d'avoir un chèque ou un virement de Bruxelles. Le but d'un paysan est de faire un travail qu'il aime, dans un endroit qu'il aime, avec une utilité sociale et de vivre de son travail. Et s'il y a une aide de Bruxelles, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Et pendant 30 ans, dans le secteur du lait, il n'y avait aucune aide. C'est là où il y avait le plus de jeunes qui s'installaient, c'était dans le secteur du lait, parce que ça payait. Il fallait se réveiller tôt le matin, il fallait s'occuper de ses vaches, il fallait trouver des bonnes pâtures. C'était un vrai boulot, mais ça payait. Et puis les libéraux arrivent et foutent tout ça en l'air, et c'est pour ça maintenant que là on supprime les quotas laitiers et les prix s'effondrent. Donc Stéphane Le Foll a vraiment du culot de nous expliquer qu'il n'y a pas d'alternative, parce que justement, un certain Michel Rocard, un gouvernement de gauche, qui s'était battu pour les quotas laitiers en 84, donc on sait qu'il y a des alternatives, que ça marchait très bien, et on sait aussi que c'est un dossier qui est géré à l'unanimité au niveau européen. Donc ça veut dire que si Stéphane Le Foll avait eu un gramme de courage, il aurait très bien pu bloquer cette réforme. C'est à l'unanimité. Donc moi, j'ai aucune affection particulière pour Margaret Thatcher, mais au moins les plus anciens s'en souviennent. Margaret Thatcher, on savait ce qu'elle voulait. I want my money back, I want my money back. Elle a cassé les pieds de tout le monde. Elle a réussi, une petite bonne femme toute seule contre tous les autres, elle a réussi à changer l'Europe. Elle a eu son chèque, elle voulait, mais de façon plus inquiétante. En 3 ans, Thatcher et les libéraux ont réussi à faire changer complètement le cadre de l'Europe. Mais au moins, elle savait ce qu'elle voulait, elle cassait les pieds de tout le monde. De même, De Gaulle, quand De Gaulle n'est pas content, il fait la politique de la chaise vide et il bloque tout au niveau européen. Donc les gens doivent écouter De Gaulle. Tandis que là, Hollande nous avait dit qu'elle allait changer l'Europe, Stéphane Le Foll nous avait dit qu'il allait changer le modèle agricole. Ils se sont écrasés sans avoir le courage de mettre la moindre idée neuve. Donc c'est faux, sur les questions européennes comme sur les questions agricoles, c'est faux de dire qu'il n'y a pas d'alternative. 2 derniers points, je ne vais pas être trop long, il faut qu'on ouvre le débat. C'est faux de dire qu'il n'y a pas d'alternative à la rigueur. Ça donne l'impression que c'est juste une bonne gestion et que c'est courageux. Si on regarde concrètement quels sont les effets de la rigueur en France aujourd'hui, c'est destructeur. Je n'ai rien contre la bonne gestion en Nouvelle-Donne, on n'est pas pour laisser filer les déficits. Je pense qu'on est le seul parti qui montre comment on peut aller vers l'équilibre des finances publiques sans austérité. Mais il faut d'abord voir aujourd'hui quelles sont les conséquences concrètes des coupes budgétaires. Le CNRS, on va diviser par 2 les recrutements. On est très fiers qu'on a une médaille Fields ou un prix Nobel en France, mais je peux vous dire que si on continue comme ça, on n'aura plus jamais de médaille Fields ou de prix Nobel. En 5 ans, on va diviser par 2 les recrutements au CNRS. On est en train de foutre en l'air. Moi, j'ai des amis qui sont chez Achat qui démissionnent, qui vous parlent de tous ceux qui tombent en dépression dans les labos parce qu'ils n'ont plus un sou. Divisé par 2 les recrutements au CNRS, c'est du lourd. Quand on dit qu'il faut faire 3 milliards d'économies dans les collectivités, ça va être le plus grand plan social volontaire. Parce que quand les collectivités doivent faire 3 milliards dès cette année d'économies, soit elles vont couper dans les budgets d'investissement, c'est-à-dire que toutes les PME qui travaillent dans le bâtiment pour refaire les collèges, pour améliorer les maisons de retraite, on leur dit qu'il n'y a plus d'argent. Donc elles vont licencier des paquets d'ouvriers du bâtiment. Soit ça va être un énorme plan social dans la vie associative. Le journal Le Monde a fait une carte, là je crois qu'il y a déjà on annonce qu'il y a 100 festivals cet été qui vont être supprimés. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'accès à la culture, qu'est-ce que ça veut dire la vie associative? Dans les quartiers difficiles, c'est la vie associative qui permet d'éviter parfois l'explosion. On va couper les villes, on va couper les villes. Et la dernière leçon, le dernier truc ahurissant qu'on nous a sorti, c'est la semaine dernière, on nous annonce qu'on va faire 3 milliards d'économies à l'hôpital, qu'on va supprimer 22 000 postes d'infirmières et d'aides-soignants. Ça, c'est un total scandale. Enfin, le reste aussi est un... Mais 22 000 postes, on va supprimer à l'hôpital. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont eu de la famille à l'hôpital ou des parents, mais à quoi ça sert de faire une loi pour améliorer la fin de vie si en même temps on supprime 22 000 postes d'infirmières et d'aides-soignants? Ce n'est pas possible de dire en même temps qu'on veut permettre à chacun de finir sa vie dignement, de faire des coupes comme ça. J'ai une amie qui travaille, Hénard, qui est responsable des questions de santé, qui là depuis une semaine me dit qu'elle en peut plus, qu'elle se demande si elle se donne sa démission, parce que supprimer 22 000 postes à l'hôpital, c'est vraiment foutre en l'air gravement le système de santé. Donc quand on nous explique qu'il n'y a pas d'alternative à la rigueur, c'est scandaleux, parce qu'on sait qu'il y a des alternatives. Juste une idée, tu as parlé tout à l'heure des impôts européens, on ne va pas rejeter nos courbes, mais est-ce que vous savez par exemple que l'impôt sur les bénéfices au niveau européen, depuis que l'Irlande est rentrée, tous les pays baissent leur impôt sur les bénéfices. Et Manuel Valls nous a encore dit qu'il fallait encore baisser l'impôt sur les bénéfices. Le taux d'impôt sur les bénéfices en Europe est tombé à 25%. 25%. Alors qu'aux États-Unis, il est à 40%.
C'est le monde à l'envers. Il n'y a jamais eu autant de bénéfices, mais nous, on baisse, en Europe, on baisse chaque année un peu notre impôt sur les bénéfices, tandis qu'aux États-Unis, un pays libéral, Roosevelt avait créé, si on s'appelle Nouvelle Donne, c'est qu'on s'inspire du New Deal de Roosevelt, et Roosevelt avait créé un impôt, parce que c'était le même problème chez lui à l'époque. La Floride baissait son impôt, puis l'Arkansas baissait son impôt, puis le Texas baissait son impôt. Et les entreprises faisaient du tourisme fiscal, c'était cool, mais quand la crise éclate, les caisses sont vides. Et donc Roosevelt, toutes les semaines, Roosevelt, alors qu'il était vieux, qu'il était paralysé, mais en 3 mois, il fait passer 15 réformes, il crée une dynamique incroyable, il redonne confiance au peuple, il ressoude le pays, il renforce la cohésion sociale. Et toutes les semaines, Roosevelt utilisait la radio pour parler à l'intelligence des gens. La fraternité, il y croyait. Pour lui, les citoyens, c'est pas seulement des gugus à qui on demande de voter une fois tous les 4 ans, mais c'est des acteurs. Et toutes les semaines, il expliquait, mes amis, je vais vous expliquer pourquoi les banques ne marchent pas. Et cette semaine, je vais demander au Congrès de séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires. Et les banquiers sont furax, mais Roosevelt tient bon, et 3 mois après, il a séparé les banques de dépôt et les banques d'affaires. La semaine suivante, c'est mes amis, je vais vous expliquer pourquoi les caisses sont vides, parce que la Floride a baissé son impôt, le Texas a baissé son impôt, et la semaine prochaine, je vais demander au Congrès de créer un impôt fédéral sur les bénéfices, et on prendra 40%, aussi bien en Floride qu'au Texas. Les actionnaires sont furieux, ça va ruiner les États-Unis, mais Roosevelt tient bon, et il crée un impôt fédéral sur les bénéfices à 40%. Et aujourd'hui, en 2015, l'impôt aux États-Unis sur les bénéfices est toujours à 40%, tandis qu'il est tombé à 25% en Europe. Donc, au lieu de bloquer les retraites, au lieu de diviser par 2 les recrutements du CNRS, au lieu de supprimer 22 000 postes à l'hôpital, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un impôt européen sur les bénéfices et que du coup, les bénéfices seraient taxés au même niveau des 2 côtés de l'Atlantique? Tu l'as dit tout à l'heure, la France gagnerait chaque année 21 milliards. Une autre façon, même sans attendre le mouvement européen, de lutter contre l'austérité, de sortir de cette rigueur mortifère, c'est de lutter contre les paradis fiscaux. Le dernier rapport qui a été voté à l'unanimité au Sénat, UMP, Parti communiste, socialiste, toutes les tendances du Sénat ont voté à l'unanimité le rapport qui dit qu'il manque chaque année entre 40 et 50 milliards dans les caisses de l'État, à cause de la fuite vers les paradis fiscaux. Entre 40 et 50 milliards manquent dans les caisses de l'État. Et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, pour les retraites. Qu'est-ce qu'a fait Obama? Là aussi, Obama a fait une loi qui s'applique depuis le 1er juillet dernier, qui fait que toutes les banques sont totalement transparentes pour le fisc américain. Obama, il y a des domaines où il a été décevant depuis son premier mandat, mais là, il a pris le taureau par les cornes. Il a dit, je ne veux plus aucun secret bancaire. Les banques ne pourront plus travailler aux États-Unis si elles ne sont pas totalement transparentes. Les banquiers ont été furieux. Il y a eu 6 mois de combat entre les lobbies et Obama. Mais Obama a tenu bon. Et depuis le 1er juillet, la loi FATCA fait que toutes les banques suisses, les banques du Liechtenstein, sont totalement transparentes. Il y a des milliards qui rentrent dans les caisses de l'État. Donc pourquoi est-ce qu'en France, on se plie à chaque fois devant les lobbies financiers? Une autre façon de montrer comment on pourrait sortir de l'austérité, c'est la taxe Tobin. Vous savez, la taxe Tobin, il y a un test ici qui sont à la table et qui est menée depuis 15 ou 20 ans. C'est une idée toute simple, hein. C'est prendre 0,1% à chaque fois que quelqu'un envoie un ordre financier pour acheter des actions, des obligations ou de la monnaie. 0,1%, c'est pas la mort. Vous et moi, quand on achète du pain ou du Nutella, on a une TVA beaucoup plus importante. Mais bon, donc déjà, les banquiers hurlent parce qu'on va leur mettre 0,1%. Mais même Angela Merkel a bougé là-dessus, même Angela Merkel est OK, et ça y est, il y a 10 pays au niveau européen qui ont décidé de mettre en place une taxe Tobin. C'est quand même assez rare que ça bouge au niveau européen, il faut le dire quand il y a un truc positif. Ça y est, il y a 10 pays qui au niveau européen ont décidé de créer une taxe Tobin. Les Anglais sont furieux, les banquiers sont furieux, mais c'est lancé. Et qui c'est qui bloque? Maintenant que c'est signé, il faut savoir concrètement quand est-ce qu'on l'a mis en place. Qui c'est qui bloque? C'est un certain Michel Sapin, ministre socialiste en France. Donc c'est juste à Bruxelles, les gens se demandent s'il n'y a que des banquiers. Non mais c'est du délire. La loi de séparation des banques, on a l'impression qu'elle a été faite par les banquiers. C'est comme si on avait demandé en 1905 aux évêques de faire la loi de séparation de l'Église et de l'État. Ça aurait été plus consensuel, mais ça aurait été moins efficace. Et là, on a demandé à des banquiers de faire une loi de séparation des banquiers. Les gars, ils ont une garantie d'État pour spéculer. Et monsieur qui gagne 200 000 euros par mois chez Barclays, il est très content d'avoir la garantie de l'État. On lui demande lui-même de diviser par 10 son salaire. En fait, il arriverait à vivre avec 20 000 euros, la plupart d'entre nous, on y arriverait. Donc, on va aller sans rire, je ne sais même pas ce que je fais. Même 5 000, je ne sais pas ce que je fais. Mais, donc, peut-être qu'on pourrait l'aider. Mais donc, évidemment, si on demande aux banquiers de rédiger le traité pour la taxe Tobin, si on demande aux banquiers de faire la loi de séparation, ça ne va pas avancer. Donc, oui, il y a des alternatives. On se moque de nous, donc il est urgent au niveau du département comme au niveau du pays. Et les amis, vous êtes fatigués, usés. L'UMP et le PS n'apportent plus rien au pays depuis des années, vous êtes incapables de vous remettre en cause, vous donnez une image catastrophique. La semaine dernière, je voyais l'image de l'Assemblée nationale. Moi, j'ai 2 enfants, un en 6e et en 3e, et si mes enfants se comportaient comme ça, ils auraient une raclée. Je pense que mais sans rire, excusez-moi, mais c'est indécent de voir des adultes qui se comportent. Je ne sais pas si vous avez vu les images, c'est indécent, ils donnent une image du monde adulte qui est catastrophique. Donc je pense qu'il est
leur dire qu'ils peuvent partir à leur retraite et qu'il y a des alternatives. Tout ce que dit Nouvelle Donne au niveau national, on peut le décliner au niveau du département. Juste un exemple, il faut vraiment comprendre que le département peut être un lieu d'innovation. Parce que les socialistes, ici ou ailleurs, la droite nous dit, mais attendez, on gère très bien le département, on gère la petite enfance, on gère les maisons de retraite, on gère les collèges. Et c'est vrai que souvent, ils gèrent correctement. La question est d'avoir une crise gravissime comme celle qu'on traverse en ce moment. Est-ce qu'il faut se contenter de gérer ou est-ce qu'on n'est pas capable d'innover? Est-ce qu'on n'a pas une obligation d'innover? Le RMI qui existe, on en parlait tout à l'heure, en venant ici, le RMI qui maintenant existe partout en France, il a été inventé dans un département. Il y a 40 ans, c'est un département qui s'est dit on ne peut quand même pas accepter que autant de gens qui tombent dans la pauvreté, c'était en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, ils ont dit on va mettre en place un revenu minimum pour tout le monde. On s'est dit que c'était des charlots, mais ils ont tenu bon, et les Bretons c'est un peu comme les Bordelais ou comme les Basques-Aubernais, on a une idée dans la tête, on continue, et ils ont dit on va peut-être trouver un financement avec une caisse d'allocation familiale, avec et ils ont mis en place un revenu minimum. Et finalement ça a marché, et au bout de quelques années on s'est dit si ça marche en Ille-et-Vilaine, pourquoi on ne pourrait pas le faire partout? Qu'est-ce qui nous empêche en Gironde d'innover? Qu'est-ce qui nous empêche pour développer les circuits courts de mettre en place une monnaie complémentaire? C'est tout à fait possible et ça permettrait de développer l'artisanat, les PME et les paysans du coin. Qu'est-ce qui nous empêche de dire qu'il y a des gens qui payent beaucoup trop de dépenses de chauffage? Il faut qu'on arrive, et le problème pour les dépenses de chauffage, c'est ce qu'on appelle la précarité énergétique. C'est incroyable de se dire qu'en 2015, il y a des milliers, des centaines de milliers de gens, des millions de gens qui ne chauffent plus qu'une pièce pendant l'hiver. Ça coûte trop cher de chauffer tout l'appartement. C'est incroyable de se dire qu'il y a plein de gens qui n'arrivent plus à chauffer qu'une pièce ou qui mettent le quatrième pull parce qu'ils n'ont même plus quoi. Voilà, ça leur coûte la peau des fesses et ils sont surendettés et ils sont expulsés à la fin de l'hiver. Donc il y a des moyens d'agir. Souvent le problème c'est que c'est le locataire qui paye l'addition et c'est le propriétaire qui devrait payer les travaux. Alors le propriétaire n'a pas envie de débourser les travaux parce que ce n'est pas lui qui va faire les économies. Donc comment est-ce qu'on sort de ce cercle vicieux? Il faut une intervention publique et ça peut être fait au niveau du département, sans augmenter les impôts. Sans augmenter les impôts et sans augmenter la dette du département, on peut très bien créer une société d'économie mixte qui va emprunter de l'argent à la Caisse des dépôts ou à la Banque européenne d'investissement. Il y a plein d'argent au niveau européen. La Banque centrale vient de dire qu'elle allait créer 1200 milliards. Vous avez vu Mario Draghi qui dit qu'il va créer. Il a annoncé qu'il allait créer 1200 milliards. La question est est-ce que les 1200 milliards vont encore pour les banques, pour le 28e plan d'aide aux banques, ou est-ce qu'on est capable d'utiliser cet argent vers de l'économie réelle, pour le bien commun, pour lutter contre le dérèglement climatique et au service des peuples? Et nous, ce qu'on dit à Nouvelle Donne, c'est que l'essentiel de cet argent doit être mis au service d'un plan contre le dérèglement climatique. Et au niveau du département, on sait que ces travaux sont efficaces et rentables. Mais ils ne sont pas rentables sur 3 mois, ils sont rentables sur 20 ans ou sur 25 ans. Donc c'est le rôle de la puissance publique, le département ou le pays, d'amorcer la pompe, de trouver ces financements, de professionnaliser les filières. Au niveau du département, on peut lutter contre l'échec scolaire, on peut innover. Pour le moment, la compétence générale reste au département, ce ne sera peut-être pas toujours le cas dans quelques années, mais pour le moment, tout est possible, on peut tout à fait changer. Je finirai en parlant d'innovation démocratique. Parce que si on veut avoir des élus à Nouvelle Donne dans les assemblées départementales, c'est aussi pour changer radicalement la façon de prendre les décisions. On en a marre des potentats cumulards qui prennent les décisions à quelques-uns, qui les font acter souvent dans une assemblée. Vous avez 10 personnes les vice-présidents du conseil général qui décident entre eux. Puis après ça, il y a un jeu de rôle, tout le monde dans l'hémicycle, on sait que ça ne servira à rien, de toute façon, donc, le groupe majoritaire vote et les autres claquent. Et puis voilà, les décisions sont prises par quelques-uns, il n'y a aucun débat démocratique. J'étais à Toulouse l'autre jour, et un de mes amis est venu me faire la bise, c'est le papa de Rémi, le jeune homme qui est mort à Sivins. Et depuis, moi je trouve que j'étais à Sivins le jour de la manif, et c'était une manif tout à fait pacifiste, et je ne pensais pas, et on savait tous déjà que le rapport des experts allait dire que le barrage était inutile. Donc on y est allé, en fait je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient, il y avait une super bonne ambiance. Moi, quand ma femme ne voulait pas que mes enfants, on était à Cotteret en vacances, moi je voulais y aller avec toute la famille, et ma femme m'a dit non, s'il y a des violences, tu y vas tout seul, on va être à Cotteret. Et vraiment quand j'ai quitté Sivins, je me suis dit qu'on était dans un beau pays. Je parlais avec un ami, à côté de moi il y avait une maman qui donnait le sein à son bébé, c'était tout à fait pacifique. Et tous on était optimistes parce qu'on savait que le lendemain il y aurait le rapport des experts qui allait dire que ce barrage était inutile et qu'on pensait qu'on allait avoir un débat serein sur quel type de barrage il faudrait, parce qu'il y a quand même besoin d'une retenue d'eau, mais pas là. Et quand vous voyez qu'il y a un homme qui est mort à cause de la violence qui est née du manque de démocratie, on se dit qu'on ne peut plus accepter ça. Donc, Nouvelle Donne aussi, on a des solutions à proposer, mais on pense aussi qu'il faut en permanence, sur les grands dossiers, permettre aux citoyens de s'exprimer. Si vous êtes là ce soir et si Nouvelle Donne a des élus, on ne va pas vous laisser vous reposer pendant 6 ans. On vous demandera régulièrement d'aider les élus à réfléchir, d'apporter vos idées. Et on pense qu'à des moments, il faudra des débats, que ce ne soit pas juste les élus dans l'hémicycle du conseil départemental, mais que tous les citoyens soient associés, qu'il y ait 6 mois de débat où on met tout sur la table.
où on fait des vraies études d'impact. Ce n'est pas le gars qui va faire les travaux qui est payé pour faire l'étude d'impact, parce qu'il risque de se tromper dans l'évaluation du chantier. Et après ça, il peut y avoir un référendum quand c'est nécessaire, et si un référendum, le peuple a décidé, et après ça, on met en œuvre. Et la minorité, ceux qui ont perdu, doivent accepter, il y a une décision qui a été prise. Et donc, ce n'est plus possible d'avoir en telle violence. On crève de violence dans ce pays, et nous, on pense que la qualité du débat démocratique est fondamentale pour sortir de cette violence. Je finirai vraiment en disant que vous pouvez créer la surprise. J'étais hier à Grenoble, et il y a un an, j'étais déjà allé à Grenoble pour soutenir une équipe. Éric Piolle, le nouveau maire de Grenoble, est un ami, ça fait 20 ans, lui, avec sa femme et quelques autres, on milite. Et il y a un an, quand j'étais allé le soutenir 4 jours avant le premier tour des municipales, tout le monde pensait qu'il était planté. Et même lui, j'ai dormi chez lui et j'ai pris un café chez lui le jeudi matin, 3 jours avant le premier tour. Il pensait qu'il était planté, que la liste des citoyens, vous avez suivi à Grenoble, c'est un rassemblement de citoyens qui était soutenu par différents partis politiques, mais la plupart n'étaient dans aucun parti politique. Et ils ont été capables de créer la surprise. Les sondages les mettaient 10 points derrière le PS. Le PS parce que la ville lui appartenait, comme ici il y en a qui pensent que la Gironde appartient au PS. Eh bien, les citoyens ont décidé autrement. Les sondages mettaient la liste d'Éric Piolle 10 points derrière le PS. Les citoyens ont mis 3 points devant et puis 17 points devant au deuxième tour. De même, il y a 2 semaines, j'étais à Dunkerque. À Dunkerque, il y a un rassemblement de citoyens qui était le municipal. Là aussi, c'est un vieil apparatchik socialiste qui pensait que la ville lui appartenait à certain Michel Delbar. La ville de Dunkerque était à Michel Delbar. C'est même pas la peine de le dire. Tout le monde savait que Michel Delbar était le patron, tant qu'il vivait, il était patron de la ville. Eh bien non. Les citoyens en ont décidé autrement. Et la liste citoyenne a eu 30 points d'avance. 30 points d'avance sur la liste de Michel Delbar. Donc je crois qu'il faut qu'on n'ait pas peur. J'étais ému tout à l'heure en parlant de la Tunisie. Ce qui s'est passé en Tunisie est monstrueux. On a la chance d'être d'un pays, il y en a qui sont morts pour avoir des élections démocratiques. Donc je crois que la démocratie ne s'use que si on ne s'en sert pas et qu'on a le droit d'essayer. Il nous reste quelques jours pour en parler autour de nous. On peut convaincre les amis de réfléchir. Je ne vous demande pas d'être convaincu à 100%. On ne cherche pas des clones. On sait bien que notre programme n'est pas parfait. Ça fait qu'un an qu'on existe, donc on ne prétend pas avoir toutes les solutions. Mais je pense que si vous êtes d'accord, vous pouvez nous aider à finir la campagne et que dimanche, on peut créer la surprise. Merci.